Les origines de cet immense avion peuvent être retracées jusqu'aux sombres jours de l'été 1940. La France espérait tenir l'armée allemande hors de ses frontières grâce à l'immense ligne Maginot. Mais finalement, cela s'est avéré inefficace, car les troupes allemandes l'ont contournée en envahissant les Pays-Bas ou en la survolant en utilisant les transports Junker, Ju-52 pour larguer des parachutistes et les ravitailler. Le résultat fut une victoire étonnante qui a surpris même de nombreux dirigeants allemands par la rapidité avec laquelle la France est tombée. Mais le problème maintenant était que la Grande-Bretagne refusait d'accepter la domination allemande en Europe de l'Ouest, comme Hitler l'avait espéré, et s'était engagé à poursuivre la guerre, obligeant le Führer à ordonner une invasion de la Grande-Bretagne. Baptisé Opération Lion de mer, le plan a été conçu à la hâte alors que la Luftwaffe allemande était encore en lutte avec la Royal Air Force pour le contrôle du ciel au-dessus de l'Angleterre. Encore une fois, les unités aéroportées et des Dopplergruppen étaient censées de jouer un rôle majeur dans l'invasion de la Grande-Bretagne. Mais avec la Manche constituant un obstacle majeur au renfort, l'effort logistique aéroporté allait être gigantesque. En conséquence, la Luftwaffe a approché les entreprises Junkers et Messerschmitt pour produire de nouveaux avions de transport lourd, spécifiquement pour ce type d'opération. Les spécifications étaient extrêmement exigeantes pour 1940. L'avion devant transportait soit un canon anti-aérien de 88 mm, soit un char moyen Panzer III. Très rapidement, il a été décidé que pour alléger la charge des fabricants et réduire les coûts, le rôle pourrait être rempli par un planeur plutôt que par un avion à moteur. Junker a proposé leur Ju-3-22, qui utilisait une construction entièrement en bois, comme c'était le cas pour de nombreux planeurs militaires de l'époque, tandis que Messerschmitt a adopté une conception à structure en acier, recouverte de tissu pour le fuselage et des ailes en bois. La Luftwaffe a finalement sélectionné le design de Messerschmitt et l'a initialement désigné Me-2 III, avant de se fixer sur le Me-3-2-1, ce dernier prenant l'air pour la première fois le 25 février 1941. Même selon les normes d'aujourd'hui, les spécifications du Me-3-2-1 sont impressionnantes. L'avion avait une envergure énorme de 55 mètres, une longueur de 28 mètres 45 et il mesurait 10 mètres 5 de haut. Pour référence, cela le rendait presque aussi long qu'un transporteur moderne C-130J Super Hercule, tandis que son envergure était considérablement plus longue, possédant 15 mètres supplémentaires. Pour transporter des charges surdimensionnées, le fuselage a adopté un design bombé qui pouvait également être reconfiguré pour transporter 2 ponts de jusqu'à 200 troupes et la cargaison était chargée via 2 grandes portes dans le nez qui étaient alimentées par une rampe. Jusqu'à 21 800 kg de cargaison pouvaient être transportés, ce qui représente presque 3000 kg de plus qu'un C-130J. Au début, le train d'atterrissage du Me-3-121 était conçu pour se détacher après le décollage, forçant l'avion à atterrir sur des patins. Ce n'est pas inhabituel pour les planeurs, mais les versions ultérieures adopteraient un train d'atterrissage fixe, rendant les atterrissages bien plus sûrs. Cependant, atterrir avec le Me-3-2-1 n'était que la moitié de la bataille pour faire fonctionner cet avion titanesque. Tout d'abord, il devait décoller. Et comme tous les planeurs militaires de la Seconde Guerre mondiale, cela impliquait d'être remorqué en l'air par un avion motorisé. Dans le cas du Me-3-2-1, l'avion tracteur préféré était l'avion de ligne Junkers Ju-90, mais il n'y en avait tout simplement pas assez pour soutenir la flotte du Me-3-2-1, donc des alternatives radicales ont été recherchées. Une telle solution a été trouvée sous la forme de l'utilisation de 3 chasseurs Messerschmitt Bf-110, un connecté au fuselage et un sur chaque aile pour remorquer l'avion en altitude, qui lui-même aiderait dans les efforts grâce à 8 boosters de fusées à peroxyde d'hydrogène boulonnés sous les ailes. C'était une opération extrêmement complexe qui nécessitait une coordination parfaite de tous les intervenants, car un faux pas pouvait signifier un désastre, comme cela a été tragiquement prouvé au début de la carrière opérationnelle du planeur, lorsque les fusées d'un avion ont échoué à tirer en équilibre, déviant le gigantesque avion de sa trajectoire et entraînant les avions remorqueurs avec lui. Dans le crash qui a suivi, 9 aviateurs et 120 fantassins ont été tués, ce qui en fait la pire catastrophe aérienne de l'histoire, jusqu'à la collision en vol à New York en 1960. Une autre option était le Heinkel HE-111Z. Oui, c'est exactement ce à quoi cela ressemble. 2 bombardiers bimoteurs Heinkel HE-111 reliés ensemble par un 5e moteur au milieu. Le HE-111Z était la meilleure option lorsque le Ju-90 n'était pas disponible. Cependant, une fois de plus, il n'y en avait pas suffisamment pour soutenir les opérations Me-32, seulement 12 ont été construits.
et 8 seraient détruits au cours de la guerre, soit abattus, soit attrapés par des avions alliés au sol. Une fois en vol, les équipages de ces avions impressionnants faisaient face à de nombreux défis. Initialement dépourvu de commandes de vol motorisées, l'immense avion était laborieux à manipuler, ce qui a conduit à l'ajout d'un deuxième pilote pour aider à prendre le relais, ainsi qu'à des aides motorisées pour les volets de bord de fuite. Une fois libéré du remorqueur ou des remorqueurs dans le cas du Bf-116, il était extrêmement lent, ce qui en faisait une cible facile pour un avion de chasse moderne lorsqu'il est entré en service en 1941. Bien qu'il ait eu jusqu'à 4 mitrailleuses de 7,92 mm, celles-ci étaient en des piqûres d'abeilles comparées aux canons de 20 mm utilisés par les Spitfire de la Royal Air Force à 350 mph, et donc ils ne pouvaient vraiment être utilisés efficacement que lorsque la Luftwaffe avait une suprématie aérienne totale sur la zone opérationnelle, ou la nuit dans les premiers stades de la guerre. 200 exemplaires du Mai, qui est devenu connu sous le nom de Gigantou géant, ont finalement été construits, et ils sont entrés en service juste à temps pour soutenir l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Les planeurs ont été formés en escadrons spéciaux de planeurs lourds, initialement composés de 6 ME-3, 121 et 12 remorqueurs Bf-110. Et bien que leur capacité de levage lourd ait été louée par le haut commandement allemand, l'utilisation opérationnelle de l'avion a révélé encore plus de lacunes. L'utilisation de Bf-110 comme remorqueur a entraîné une consommation de carburant plus élevée que la normale pour le chasseur à 2 moteurs, ce qui a entraîné une réduction significative de la portée du ME-321 à seulement 250 miles de sa base, ce qui était un obstacle majeur lorsqu'il s'agissait de soutenir l'invasion de la vaste Union soviétique. De plus, beaucoup ont été endommagés lors d'accidents d'atterrissage, les pilotes ayant mal jugé leur approche, mais étant des planeurs, ils étaient incapables de faire un second passage. Cependant, la direction allemande croyait toujours dans les capacités de la conception et la réponse à eux était évidente. Le Me-321 avait besoin de ses propres moteurs. Les plans pour transformer le Me-321 en un avion motorisé ont commencé presque immédiatement après son introduction en service. La question était bien sûr quel moteur lui adapter, et étant un avion si lourd, au moins 4 allaient être nécessaires pour chaque structure. À cette époque, en 1941, les dirigeants allemands étaient de plus en plus préoccupés par la production de moteurs aéronautiques pour la Luftwaffe. Les chaînes de montage devaient produire des milliers de centrales électriques pour aider à remplacer les avions perdus, introduire de nouveaux modèles pour suivre le rythme des Alliés, et cela était mis en concurrence avec la demande d'autres branches de l'armée allemande, sans parler des perturbations de la production dues au bombardement de la Royal Air Force. Ainsi, les Allemands ont choisi de trouver d'autres centrales électriques pour réduire l'effet du ralentissement des moteurs allemands sur le Me-321. Ayant capturé l'industrie aéronautique française, ils ont trouvé un moteur approprié sous la forme du moteur radial français GR14N qui produisait 1164 chevaux. Et le travail a commencé sur la conversion d'un seul Me-321 pour être alimenté par 4 GR14N. Ce nouvel avion a été redésigné le ME-323 et a hérité du nom gigantesque de son prédécesseur non motorisé. Cependant, on a vite découvert qu'il avait aussi hérité de certains défauts de son prédécesseur. Il avait toujours besoin d'aide pour décoller, mais avec ses propres moteurs, il pouvait voler plus loin et en sécurité et était capable de retourner à la base si nécessaire. Cependant, encore une fois, le ME-323 était douloureusement lent, ayant une vitesse maximale de seulement 130 miles par heure, et donc l'avion a été redessiné à nouveau, produisant le ME-323 490 qui comportait un ensemble supplémentaire de moteurs, portant le total à 6. Cela a quelque peu atténué les problèmes de performance de l'avion, mais encore une fois, des fusées étaient toujours utilisées pour aider au décollage. Entrant en production début 1942, les pilotes ont signalé des problèmes avec les moteurs français, principalement de fiabilité. De nombreux vols se sont terminés avec la perte d'un moteur alors qu'ils luttaient pour maintenir le géant en l'air. De plus, laissés au repos un certain temps, ils avaient tendance à prendre feu au redémarrage sans précautions appropriées. Cependant, les pilotes les ont loués pour être suffisamment puissants pour garder l'avion sous contrôle, même si jusqu'à la moitié d'entre eux étaient perdus en vol, à condition qu'ils ne soient pas tous sur une seule aile. Selon ce qui était transporté, la portée était plus du double de celle d'un ME-321 lorsqu'il était remorqué par 3 Bf-110, soit une distance beaucoup plus utile de 500 à 600 miles. Reconnaissant leur vulnérabilité face aux chasseurs ennemis,
Les ingénieurs de Messerschmitt ont armé l'avion de 5 mitrailleuses défensives de 13 mm, maniées par 2 artilleurs dédiés, ainsi que l'opérateur radio et les 2 ingénieurs de vol qui aidaient les pilotes à maintenir les 6 moteurs en vol. Reconnaissant que cela était encore insuffisant, Messerschmitt a joué avec l'idée de créer une variante d'escorte dédiée dont le rôle principal serait de défendre un vol de Me-3 2-3S contre une attaque ennemie. Surnommée la ME-3-2-3E de WT, cette variante de canonnière comporterait un nez redessiné, incorporant une tourelle armée de canons de 20 mm, 2 tourelles d'ailes supplémentaires ou avec des canons et jusqu'à 10 mitrailleuses montées à des points clés le long de l'avion. L'efficacité de cette proposition reste un débat pour les historiens de l'aviation, car malgré la construction de 2 prototypes, chacun nécessitant un équipage de 20 et un aviateur pour manier toutes les armes, la Luftwaffe n'a pas poursuivi le concept, se reposant plutôt sur des escortes de chasseurs traditionnels. « 15 Me-3, 2, 1 ont été convertis en Me-3, 2-3 avant de nouveaux exemples de construction. On commençait à sortir des chaînes de montage et au total, 213 ont été achevés, le premier entrant en service en 1942. À cette époque, l'axe, les fortunes commençaient à changer, en particulier en Afrique du Nord, où les navires et les avions alliés étranglaient les lignes d'approvisionnement de l'Allemagne à travers la Méditerranée. On a donc choisi d'utiliser la grande capacité de chargement du Me-3 123 pour transporter les fournitures. À travers la Méditerranée jusqu'au Afrika Korps de Rommel, traverser la Méditerranée en groupe avec de lourdes escortes de chasseurs, piloter les transports lourds qui pouvaient à peine atteindre 219 km/h était un moment stressant pour les équipages, sachant que les forces aériennes alliées devenaient de plus en plus fortes maintenant que les États-Unis étaient engagés dans le combat et malgré la protection des chasseurs, les ME-3 2-3 ont subi des pertes effroyables. Démontrant sa vulnérabilité, certains ont même été perdus face aux canons défensifs des avions de patrouille maritime qui les ont croisés par hasard. De loin, le pire jour pour les équipages du ME 323 est arrivé le 22 avril 1943. Une formation de 27 ME-3 123 a été rassemblée au-dessus du détroit de Sicile, escortée par des Bf 109 de la Luftwaffe et des chasseurs italiens C-202. Ce spectacle impressionnant faisait partie de l'effort désespéré de la Luftwaffe pour fournir du carburant au Afrika Korps, qui était effectivement affamé par le blocus de la mer Méditerranée par les Alliés. Ayant détecté la formation, les Alliés ont envoyé une force de Spitfire de la force aérienne sud-africaine et de Kitty Hawks B-40 fournis par les Américains pour les intercepter. Découvrant les Allemands volant en une immense formation en 5, les pilotes alliés les ont décrits comme un vol d'oies, les combattants de la South African Air Force les attaquant, eux et leurs escortes, près du Cap Bon, au large de la côte tunisienne. C'était un massacre. 21 de ces géants volants ont été détruits dans la mêlée qui a suivi, ne laissant que 6 pour se traîner jusqu'à leur destination. Il est important de noter, cependant, que ce désastre ne peut pas être entièrement attribué aux insuffisances du Me 3 123. 4 jours auparavant, dans la même zone que cet engagement, des pilotes alliés ont attaqué une force de 100 transports, Ju-52 et leurs escortes, en détruisant plus de la moitié. La supériorité aérienne alliée était tout simplement trop forte à cette époque et après ces défaites, les Allemands ont eu recours à des vols nocturnes uniquement, mais cela offrait peu de répit car les chasseurs nocturnes alliés, guidés par radar, les attaquaient avec la même vigueur que pendant la journée. Moins d'un mois plus tard, le corps d'Afrique s'est rendu, mettant fin aux gants de la Méditerranée, permettant à la force Me-3 2-3 d'être transférée pour soutenir le front de l'Est, où l'armée rouge progressait lentement mais sûrement pour repousser les envahisseurs de l'Axe. Bien que sa capacité à soulever de lourdes cargaisons ait été appréciée, la Luftwaffe avait perdu confiance en le Me-3 2-3 et a donc essayé de les faire fonctionner le plus loin possible derrière les lignes en faisant un atout de seconde ligne. Des efforts étaient déployés pour résoudre les problèmes de l'avion, en particulier à mesure que la guerre devenait plus désespérée, et les ingénieurs de Messerschmitt ont produit une grande variété de propositions, allant du fonctionnel à l'extrême. Pour pallier le manque de puissance des moteurs français, des propositions ont été faites pour les remplacer par des moteurs allemands plus puissants, tels que le Jumo 211, mais ces derniers n'ont pas dépassé le stade des essais. Peut-être que la proposition la plus fascinante impliquait de reproduire comment Heinkel a fabriqué le U-111Z avec deux Me-323 qui étaient reliés ensemble par les ailes
Mais cela ne s'est jamais concrétisé et en avril 1944, les commandes de nouveaux avions ont été annulées afin de détourner les ressources vers la production de chasseurs. L'usure, couplée à un manque de pièces de rechange, signifiait que bien qu'ils aient été fortement utilisés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voler, à la fin de 1944, le Gigant avait été complètement retiré du service et mis au rebut. Malheureusement pour les historiens et les passionnés d'aviation, un seul exemplaire complet survit aujourd'hui, bien qu'en tant qu'épave dans la mer près de La Maddalena, une île italienne. Il est difficile de juger les mérites du Me-323, car malgré ses lourdes pertes et ses lacunes en tant qu'avion, il a pu déplacer d'énormes quantités d'équipements plus rapidement que sur terre ou par mer. En tant qu'avion de transport, il pouvait accomplir la tâche pour laquelle il avait été conçu, et si les Allemands avaient pu établir une défense efficace de l'avion, alors il aurait été un atout très utile. Malheureusement pour la Luftwaffe, il est arrivé à un moment où les Alliés leur arrachaient la supériorité aérienne, laissant le Gigant incapable de réaliser son véritable potentiel. Il est cependant intéressant de réfléchir à la manière dont l'avion, avec des moteurs plus puissants, aurait pu impacter le monde de l'aviation civile, en particulier avec l'explosion du fret aérien qui a été vécue dans l'ère immédiate de l'après-guerre, car il n'y avait tout simplement rien d'autre comme lui dans le ciel pendant encore de nombreuses années à venir. Et voilà l'histoire du géant du ciel.